Voilà, c'est le VLTP jusqu'à 18h23. Avec Carole, ça va Carole? Ça va, très bien. Ramon Pipin et Jérôme du groupe Les Excellents. Ça va. Tout va bien? Très très bien. Et Eric Chazot, spécialiste du Népal, du Tibet, de tout quoi. De l'Himalaya. De l'Himalaya, très bien. Alors tu es donc écrivain, c'est ça? Oui. Auteur. Oui. Voilà. Tu as vécu au Népal de 1975 à 1988. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui m'a fasciné. Oui. Ah oui, c'est faut un vraiment qu'il te pays, fascine, bon, Marc, alors, parce que- oui. on le connaît surtout pour les Himalayas, l'Everest, l'escalade, les choses comme ça. Tintin. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est Pardon la... Tintin. Tintin aussi. Oui, Tintin au Tibet, oui. Oui. C'est d'ailleurs un bon Oui. Tintin. bonne Mais moi, remarque. ce qui m'a plus intéressé et dont on parlait assez peu, Oui. c'est la culture népalaise et la philosophie népalaise et la façon de vivre des Népalais, ainsi Oui. que l'art népalais, qui est vraiment quelque chose d'admirable. Enfin, dans les peintures, dans les bronzes, ils ont développé, particulièrement dans la vallée de Katmandou, Oui. une culture absolument admirable qui m'a fasciné. Et j'ai eu la chance d'y arriver à la bonne époque. C'était l'âge d'or. Il y avait encore tout était là en du 75, passé. c'était une période idéale C'était pour ça. voilà, Ouais. oui, parce que c'était encore assez peu développé. Il y Oui. avait 3 villages qui étaient auparavant au XVIIe siècle, 3 royaumes dans la vallée, Oui. et c'était au milieu des rizières. Maintenant, c'est une grande mégapole où totalement remplie par des immeubles assez pas très intéressants, et ça a beaucoup changé. Donc, j'ai eu vraiment cette chance de pouvoir être dans un lieu qui était presque encore comme le XVIIe siècle. Tu es aussi un spécialiste de masques, c'est ça, Tribault? Oui, c'est ce que je disais. C'est que j'ai découvert qu'en fait, il y avait, bon, dans les musées, au musée Guimet ou au Los Angeles County Museum ou des endroits comme ça, il y a une présentation, mais ça a commencé dans les années 70, c'était pas connu avant. Oui. Hein. Le Népal s'est ouvert aux étrangers en 1955 ou quelque chose comme ça. Avant, il était fermé. Et on nous a donc présenté les œuvres classiques, les peintures, les bronzes, les choses très très raffinées des Néwars. Et moi, j'ai découvert qu'il y avait tout un art dans la montagne qui s'apparentait, entre guillemets, à l'art africain ou à l'art océanien ou à l'art indonésien, qui était donc un art primitif, mais totalement négligé, inconnu des musées. Et Tu l'as fait connaître? voilà, en fait. j'ai décidé Tu as décidé de le faire connaître. de faire connaître cet art. Et je suis moi-même un peu connu grâce à ça, parce que Un peu beaucoup connu, dans des Oui. milieux très spécialisés. Oui, Mais bon, très pointu, on va dire. voilà, c'est Alors ça. tu sors plein d'ouvrages, hein, on va Là, les j'ai prendre, accumulé ouais. un On travail va démarrer pendant par des années. le Tantra, théologie de l'amour et de la liberté. Voilà. Qu'est-ce que le Tantra? Le Tantra, c'est une philosophie. On pourrait presque la comparer la comparer à l'alchimie. Alors, ce n'est pas la religion officielle, mais enfin, c'est une... Je ne vais pas dire une marginalité, mais c'est une philosophie qui est destinée plutôt à une élite, qui n'est pas pour la masse, et qui est basée sur... ce sont des cultes de l'extase, en fait, et basés sur la non-dualité. Les cultes de l'extase. Les cultes de l'extase. C'est-à-dire que l'extase, qu'elle soit divine, qu'elle soit charnelle, c'est toujours l'extase. Et donc, il y a une association d'idées, ou en tout cas philosophique. Il n'y a pas une séparation entre pour le tantrisme. Hein, oui, on parle du tantrisme. Voilà, il n'y a pas vraiment de séparation entre la sensualité et l'amour divin. C'est quand même du même ordre. Ensemble. Voilà, c'est un ensemble. On est né du plaisir, parce qu'on est tous nés d'un coït, et le plaisir est une chose naturelle et qui a un rapport avec le divin. Très bien. Ça te tente, le Tantra? C'est vachement intéressant. Oui. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un d'intéressant dans ton émission, Jackie. Ah bah c'est très sympa, salut. Bah oui, c'est intéressant. Mais alors, tu sais, moi, Oui, j'ai toujours été fasciné par la beauté des Népalais. oui. Oh, jeu de mots. C'est beau, non? Oui, un beau n'est pas Le plateau rigole. Alors maintenant, Himalaya, il y a 2 volumes. Alors ça, justement, ce sont deux Art et livres chaman. sur les... Magnifique, ce sont magnifiques ouvrages. sur une collection, c'est la collection des Durand-Dessert, qui sont des grands marchands de tableaux et qui se sont intéressés à cet art et C'est qui ont, magnifique. créé, accumulé une collection extrêmement intéressante, et ils m'ont demandé d'écrire les textes
pour commenter leur collection. Et voilà, ce sont ces deux livres. C'est assez africain quand même. Oui, c'est c'est ça vrai. qui est totalement étonnant. C'est Oui, qu'il y a, ouais. il y a des côtés très africains et c'est comme si autour de Notre-Dame à 10 km, il y avait des tribus primitives qui faisaient, parce qu'il y a un art, pas très loin de ça, un art très classique, très élaboré, qui va très loin, hein, qui est un degré de technicité extrêmement important. Les Népalais sont les inventeurs de la pagode et ils exportaient déjà il y a... Ah, c'est les inventeurs de la Oui, pagode. c'est eux. Hein, la pagode vient du Népal. C'est les Népalais qui ont inventé la pagode. C'est le pays du Bouddha, la naissance du Bouddha. Et donc, ils occupent quand même une place assez centrale, bien que marginale, parce qu'ils sont entre deux géants, l'Inde et la Chine. Et c'est un tout petit pays de 80 km sur 800, ou je ne sais pas les dimensions exactes, mais donc ils sont quand même, mais ils ont une spécificité et ils sont beaux, en fait. C'est vrai, je trouve que c'est un beau peuple. C'était vrai ce que je disais. Mais tu me disais tout à l'heure, enfin là on touche un peu à la politique, que les Chinois étaient en train de racheter le Népal. En fait, c'est comme ça qu'il a... C'est-à-dire que les Indiens, en fait, a priori, c'est une culture plutôt similaire à l'Inde. Hein. Il y a eu un livre important qui a été écrit, Népal, dernier royaume hindou, un royaume hindou, pardon. Oui. Et en fait, donc, normalement, il se rattache culturellement à l'Inde. Mais actuellement, l'Inde n'est pas très, très amicale avec le Népal. Elle a fait, enfin, c'est un peu comme nous avec les Belges, hein, on n'est pas toujours sympa. Voilà, c'est un petit pays qui est culturellement un peu similaire, mais dont on peut se moquer ou qu'on peut mépriser. Ou, enfin, voilà. Et maintenant, la Chine essaye, elle a déjà conquis le Tibet, comme on le sait, hein, avec la force, mais au Népal, il n'y a pas besoin. Le Népal est tellement pauvre qu'on voit des afflux de devises au Népal, et petit à petit, des rues deviennent chinoises. Alors, un autre ouvrage s'appelle Un amour de chaman. Alors ça, c'est un... Qu'est-ce qu'un chaman? Un chaman, c'est un guérisseur, hein, en général dans la montagne. Alors, dans l'Himalaya, il y a beaucoup de sortes de chamans, en fait. Hein. C'est un nom unique, mais il y a beaucoup de noms déjà pour les chamans. Ils peuvent être hindous, ils peuvent être bouddhistes, ils peuvent être Bonpo, qui est la religion qui précédait le bouddhisme. Et donc, ça ne les définit pas non plus en tant que religion, ça les définit en tant que fonction. Alors, c'est un roman, c'est une fiction ou c'est une fiction, entièrement. Alors, il y a un héros Oui, mais on ne connaît pas son nom. C'est un héros sans nom, sans nom, mais qui parle à la première personne. Oui. Et j'ai écrit l'histoire, la vie romancée d'un roi népalais du XVIIe siècle qui s'appelle Pratap Mala. Et j'étais donc plongé totalement dans le XVIIe siècle. Et là, je m'étais fixé une contrainte de vraiment respecter les sources, etc. Et j'étais tellement dans le XVIIe siècle que tout d'un coup, ce personnage m'est apparu et m'a parlé. Je n'ai pas eu besoin de me forcer. C'est comme s'il y avait une bobine enroulée dans mon cerveau. J'ai pris le bout du fil et j'ai tiré doucement pour ne pas le casser. Hein, mais il est sorti tout seul, tout était là. Et tu as écrit Un amour de chaman. Et j'ai écrit Un amour de chaman. C'est sorti il y a combien de temps? Ça a été publié il y a 1 an et demi. Celui-là est publié au Népal. Très bien. En France aussi, on peut les trouver. Alors, les autres se trouvent relativement facilement, surtout le livre publié par Le Rocher. Oui. Celui-là, ou Pratap Mala, qui est aussi les éditions Elviso. Celui-là, par contre, il faut le commander. ericchazot.com. Voilà, c'est moi qui le distribue. D'accord, merci. En France, pas au Népal. Merci Eric. Il n'y a pas de quoi. Tu restes avec nous? Bien sûr. On l'applaudit quand même, intéressant. Ah oui, c'est passionnant même. Bon ben voilà, les excellents, les applaudissements pour Romain Pipin et Jérémy. Bon, on va rappeler un peu ce que tu as fait, mais vite fait. Hein, vite fait, parce que ça va être long sinon. Oui. Bon, alors tu as fondé Au Bonheur des Dames et Odeur. Oui. Alors c'est quoi la différence entre Au Bonheur des Dames et Odeur? Au Bonheur des Dames, c'était un groupe vraiment rétro. On était quand même un peu tourné vers les musiques des années 60. Odeur, pas du tout. Pas du tout. C'était quoi? Odeur, c'était plutôt la crème des musiciens français qui se réunissaient. Donc toi, tu te considères comme une crème de musiciens français, toi? Non, j'ai dit la crème des musiciens français qui se réunissaient. Moi, je les réunissais. C'était mon rôle. J'ai lu quelque part que tu étais comparé à Frank Zappa. Est-ce que tu es d'accord avec cette comparaison? Non, je ne suis pas d'accord parce que je vénère Frank Zappa. Non, je suis très très loin de Frank Zappa. Disons que il y a une espèce de filiation, en tout cas au niveau humoristique. J'essaie aussi d'aborder des sujets, de parler du monde qui nous entoure avec ironie et mordant. Oui.
Alors, tu as rencontré John McLaughlin à quelle occasion? Il a joué j'ai rencontré John McLaughlin parce que j'avais un studio d'enregistrement. John McLaughlin est un des plus grands guitaristes du XXe siècle. Et j'avais un studio d'enregistrement dans lequel il a enregistré plusieurs albums. Et on a sympathisé. Un jour, je lui ai dit, tu veux pas venir jouer Il a hésité ou il est venu tout de suite? Non, il est venu tout de suite, gratuitement. D'accord. C'est beau. Tu l'as pas payé? Non. Tu l'as pas payé, c'était bien. Alors, tu as réalisé aussi 3 albums pour Renaud? J'ai réalisé 3 albums pour Renaud. Ça n'a rien à voir avec John McLaughlin. Non, mais moi je passe du coq à l'âne, tu sais. C'est bien quand même, non, Renaud? Voilà, j'ai réalisé Marche à l'ombre, Les aventures de Gérard, Le retour de Gérard Lambert. J'ai écrit 3 chansons pour Renaud. Bon, ok. Alors il y a eu un hommage à Ramon Pipin et Odeur. Mais de ton vivant, c'est bizarre ça. Ah oui, il y a eu un hommage Prétume, que j'ai appelé Prétume, à Puteaux. Donc il y avait 50 musiciens dirigés par Yvan Cassard, qui est assez connu, qu'on voit beaucoup, qu'on a beaucoup vu avec Hallyday, mais je l'ai vu en photo il n'y a pas longtemps avec Louis Chédid. Hier, je l'ai vu en photo avec Louis Chédid, voilà. Et donc j'étais très impressionné par ces jeunes étudiants du conservatoire de Paris qui jouaient mes chansons et mes œuvres. C'était incroyable, moi j'y étais aussi. Incroyable. Tu as réalisé un court-métrage fabuleux aussi avec un excellent acteur. Un court-métrage fabuleux avec un grand acteur, un comédien qui s'appelle Jackie Jakubovic. Voilà. Je regarde, c'est vrai que je regarde ce court-métrage avec plaisir. Oui, sympa. Je l'ai quand même fait. Il fallait le faire à l'époque. C'était bien. C'était bien Parce que tu sortais du Club Dorothée. Du Club Dorothée. J'étais au chômage. Plus grand-chose. Et donc comme j'aime bien l'humour noir, donc c'est un court-métrage d'humour noir où il fait des animations de supermarché, c'est assez drôle, quoi. Voilà. Alors maintenant, on va parler des excellents. Jérôme, alors comment tu as rencontré Ramon Pipin? Comment j'ai rencontré Ramon Pipin? Alors, je jouais il y a 3 ans un spectacle qui s'appelle Les Gloops à l'Essaillon, d'ailleurs un spectacle qui tourne toujours. Oui. Et Camille est venu me voir. Camille Safféry. Camille Safféry. Il faisait partie des excellents. Exact. Et il m'a dit que je pouvais me débrouiller pas mal à la guitare, que j'avais une drôle de tête. Est-ce que je jouais du ukulélé? Je lui ai répondu, pas non. Il m'a dit, c'est pas grave, tu viens samedi chez Ramon. T'as passé un casting, quoi, c'est ça, non? Il t'a plu tout de suite? En fait, on s'est fait connaître en faisant des vidéos chez moi. Où on massacrait, puisque c'est ce qu'on fait, massacrer des standards du rock. Oui, c'est ça. Et Jérôme est venu un jour, et puis on a sympathisé, et il est resté avec nous. Voilà. Comme ça, c'est génial. Alors, qui a trouvé le nom des excellents? C'est toi, non? Non, c'est Camille, je pense. C'est Camille Safféry? Oui. Il n'est plus là, Camille Safféry. Non, Camille, il a préféré suivre sa propre voie. Oui. Donc, il fait des émissions sur LCP où il interroge des députés, des hommes politiques. Il y a même en ce moment un groupe de rock constitué de députés. On voit sur la chaîne LCP, on voit ça. Alors, vous avez fait 3 millions de vues. On a fait étonnamment, on a fait 3 millions de vues avec nos conneries chez moi. C'est un truc de fou, ça. Un jour, Camille est venue avec un monsieur qui s'appelle Sylvain Fusé, qui est réalisateur de Groland, et il m'a dit, j'ai un copain corniste. Alors bon, moi je connais un petit peu la musique, je pensais qu'il allait jouer du corps d'harmonie, pas du tout, il s'est ramené avec un corps de chasse, donc il ne savait absolument pas jouer. Ça t'a fait rire? On a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a eu l'idée de faire Billie Jean de Michael Jackson, et de faire jouer le riff, voilà. On s'est tellement marré qu'on n'a pas pu dire le premier mot, et ça a fait 500 000 vues. Incroyable. C'est incroyable. Alors, vous êtes retiré pendant 10 jours, c'est ça, au monastère de la Grande Chartreuse. Oui, pourquoi? parce qu'en fait, on s'est demandé, avant de faire cet album, on s'est demandé, avec Camille, donc on s'est demandé si ça allait passer la rampe de l'audio, puisqu'on nous voyait avant faire les imbéciles et tout ça. Bien sûr. Et je crois que le pari est réussi, donc on a fait un album qui vient de sortir, qui est qui s'appelle Ukulélum Trucidatio, où nous trucidons donc 31 standards du rock. 31 chefs-d'œuvre de rock massacrés par vos soins. Voilà. C'est ça? Mais ils sont vraiment massacrés, moi je trouve pas. Ils sont plutôt assez massacrés, mais on y met du cœur. En tout cas, on y met du cœur, en tout cas. Non, mais je vous ai vu sur scène. Mais il y a quand même dans l'équipe des excellents, il y a des superbes musiciens et les textes sont travaillés à la virgule près. Vraiment, voilà. Oui, je sais que tu un peu. Alors, ce sont des titres, des tubes anglais ou américains. Voilà. Que tu revisites en français, c'est ça? Absolument. Mais c'est traduit, c'est vraiment du mot à mot ou non? Alors parfois, comme ce qu'on va jouer après, c'est un peu la traduction d'original, et parfois ça n'a rien à voir, où j'essaye de jouer sur l'homophonie. Par exemple, Message in a Bottle qui devient Massage dans un bordel, par exemple. Je trouve ça bien. Oui, non, c'est bien.
Johnny Bigoudin aussi, c'est bien, non? Johnny Bigoudin, Bigoudin, plutôt. Nos influences bretonnes. Alors, elle adore le rugby, c'est Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, des Beatles. Elle adore le rugby. Ouais. Voilà. Non, c'est bien. Et Star Me Up, c'est quoi? Star Me Up. Star Me Up, des Stones. Voilà, et les Dourèves. Je suis une Star Me Up, donc, et ça me donne l'idée, évidemment, après, parce que quand on trouve l'homophonie Star Me Up, ça donne l'idée d'un chanteur qui est myope, quoi. Et donc, le texte, il vient un peu tout seul. Il vient tout seul. Toi, tu écris aussi ou non? Oui, c'est lui qui a trouvé l'iPhone marche. C'est-à-dire l'iPhone marche. L'iPhone marche. L'iPhone marche, c'est lui qui a eu l'idée, c'est bravo. magnifique. Applaudissements pour Jérôme. Marche bien sur scène, ça, oui. L'iPhone marche. T'es un fan de Bowie, c'est ça ou... En fait, moi, je viens pas du rock. Tu viens d'où, toi? On sait pas d'où tu viens d'où. Il connaît. Il connaît rien au rock. Je connais absolument rien. Tu viens d'où, Jérôme? Je viens de Montélimar. Et à Montélimar, on n'écoute pas de rock. À Montélimar, on écoutait Brassens, Dassin, Mouloudji. C'est du Nougat, Montélimar. Oui, c'est ça. Nous garons. C'est Nougat. Oui, moi, je suis plus. J'ai grandi, entre guillemets. T'as grandi, non, c'est pas possible. Si, je vous assure. Dans la chanson française. Ah, d'accord. Il connaît bien la chanson française. Oui, t'es un spécialiste. Alors donc, tu connais pas du tout le. Ah, je commence à apprendre, je commence à m'y mettre. Ouais. Depuis 3 ans, je commence à m'y mettre. Tu connais les Beatles? Les quoi? Les Beatles. Voilà. T'as fait la musique de film aussi, toi, c'est vrai? J'ai fait avec 30 musiques de film, mon gars. Dupontel, Baffy, Antoine Decaune. Qu'est-ce que ça fait pour Antoine Decaune? J'ai fait surtout Coluche, déjà, quand même, qui était un film qui a été vilipendé par la critique, à mon avis, à tort. Oui, c'est un très bon film, j'ai bien aimé François-Xavier de Maison. Et j'ai adoré faire ça, quoi. Dupontel, t'as fait 2-3 longs métrages. Dupontel, j'ai fait Bernie, qui est quand même culte. Un franc succès. Et puis j'ai fait 2 films après, Enfermé dehors, et un film peu connu, mais que j'aime beaucoup, qui est Le Créateur, qui est son 2e film. Et pour Laurent Baffy, non? Tu as fait Pour Laurent Baffy, j'ai fait des clés de bagnole. Oui. Les clés de bagnole. Bah oui. Ça n'a pas marché, ça. Donc en plus, quand il met sur l'affiche, il n'y allait pas. J'ai ce souvenir extraordinaire parce c'est vrai. On était en train de faire la musique et Laurent descend au studio Laurent Baffy, et il nous montre l'affiche et il y a marqué « N'y allez pas, c'est une merde ». Ouais. Et donc, évidemment, on arrive. Bon. Après, on s'est quand même demandé est-ce que c'est vraiment une bonne idée de promo. Et il y a quand même eu 250 000 entrées, je crois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas minable, mais... Oui, minable. Bon, donc revenons aux excellents. Qu'est-ce qui va se passer dimanche soir, alors? Dimanche soir, on a fait 2 concerts au Café de la Danse qui ont formidablement marché. Oui. On a un accueil du public tout à fait étonnant, exceptionnel. Et donc, on fait une date supplémentaire. Là, c'est complet et on rejoue dimanche. C'est ce dimanche? Pardon? C'est ce dimanche? Oui, c'est ce dimanche. Il faut que tu sois au Café de la Danse à 20h. Ok, alors pourquoi le ukulélé? Il y a une raison parce que t'imagines si on devait venir à ton émission et qu'on ait des contrebasses? Oui, non mais sur scène. C'est un côté désuet, c'est ça? Il y a un côté impossible. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais m'attaquer à des chefs-d'œuvre du rock. Ouais, vaut mieux, d'accord. Donc, avec un ukulélé, ça sera forcément pas bien, quoi. Ouais, voilà. Il y a quelques trucs qui sont bien, quand même. Tu veux que ce soit pas bien, en fait? Non, je veux pas que ce soit pas bien, mais c'est un challenge. C'est un challenge, ok. C'est un challenge. Je fais quelques chorus et mon ami Brice Delage, qui joue sur scène avec nous, super guitariste. Guitariste exceptionnel. Donc, moi, je fais quelques chorus et j'essaye de retranscrire les chorus originaux d'Eric Clapton ou de David Gilmour. Et j'y arrive pas très bien. C'est ça qui est drôle. Un peu, on va dire. Okay. Bon, alors on va voir ce qui se passe sur scène quand même, avec les excellents. Et après, vous allez jouer, vous avez les ukulélés. Voilà, on va faire une petite chanson. Une petite chanson. Allez, d'abord, hop, le teaser. Et j'ai su que dans pas longtemps, elle serait ma copine. J'ai su que dans pas longtemps, je serai ta copine. Parce que j'aime le rock'n'roll, remet des sous dans ma machine. J'aime le rock'n'roll, mon slip en cuir dessous mon jean. J'aime le rock'n'roll, mais je préfère encore bouffer de la naphtaline. Ça fait un mois. Est-ce qu'on se lave, est-ce qu'on se lave, est-ce qu'on se lave, est-ce qu'on se lave vu qu'on pue pas? Est-ce qu'on se lave, est-ce qu'on se lave, est-ce qu'on se lave, est-ce qu'on se lave dessous les bras? Ce soir que j'étais stone dans une boîte, j'ai couché avec Charlie Watts. Papa était un Rolling Stone.
pas du tout un voyou, un sanguin. Il t'a déshérité. Et ses baguettes, il t'a légué. Petit, même pas comme un haricot vert. Mon neurologue dit qu'il peut rien faire. Y a bien des prothèses, mais ça coûte trop cher. Elle est petite, toute petite, si petite. Bravo. Tous au Café de la Danse, dimanche à 20h. Bon, alors maintenant, vous allez prendre vos ukulélés. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter, là, les excellents? On va vous interpréter une chanson que vous allez tous reconnaître. On vous dira après. D'accord, c'est parti. Oli arrivait de Miami à travers les USA en stop. Il s'était épilé les sourcils, rasé les jambes pour avoir l'air d'une fille et il disait hey babe, marche du côté sauvage. Hey babe, marche du côté sauvage. Chaque jour il s'injectait des hormones pour faire disparaître sa moustache. En vrai, il bossait pour Pentagone, mais il voulait pas que ça sache. Et il disait hey babe, marche du côté sauvage. Hey babe, marche du côté sauvage. And the cowgirl say, c'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa en sol, en do dièse en mi bémol. C'est moi qui suis Colargol, l'ami des petits. Excuse-moi Jérôme. Pourquoi est-ce que tu chantes Colargol? On est en train de chanter un tube de rock. Tu viens de dire And the Colargol, c'est. Non, j'ai dit And the Colored Girl. Tu viens de dire And the Colargol. Jackie, t'as entendu And the Colargol, c'est. Je ne pas parti, moi. Non, j'ai dit And the Colored. Attends, et puis pourquoi et alors, De toute façon, tout le monde sait ici que Lou Reed était un grand fan de Colargol. Si. N'importe quoi. Lou Reed, il vivait à New York. Mais Lou Reed, c'était en France. Quand il est mort, Lou Reed. Il est mort, Lou Reed. Oui, quand il est mort, Lou Reed, on a retrouvé l'intégrale des 53 VHS de Colargol. Alors, je sais. Qui c'est qui t'a dit ça? Bah, j'ai vu ça dans. C'est Philippe Manœuvre, non? Mais c'est complètement fou. Mais en fait, c'est pas possible ce que tu racontes parce que lui, il était américain. Il parlait anglais. Il parlait anglais, il était polyglotte. Il parlait quatre langues. Lou Reed. Il parlait anglais. Il parlait français. Il parlait brésilien. Hébreu. Hébreu? Breu. Oh là là, c'est incroyable. Hein. Tu te rends compte? Tu racontes vraiment n'importe quoi. Vous connaissez aussi quelques mots viettes. Oh là là, ouais. Bon, les 3, 4. La, oui, chantez avec nous. La, 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 Bravo. Voilà. C'était donc Lou Reed. C'était Lou Reed. Voilà. Qui avait reconnu donc, c'est bien. Oui, absolument. De Velvet Underground. Oui, du groupe Velvet Underground. Bon, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Eric d'être passé. Alors, tous ces ouvrages, on les retrouve un peu partout, tu l'as dit, pendant l'émission. Voilà. Bravo à toi, Eric. Et donc, tout ce qu'il a dit, Everest. Tout ce qu'il a dit, Everest. Oh, jeu de mots. Carole, l'album, donc, en vente. Hein, on peut le trouver sur toutes les plateformes, c'est ça? C'est ça. Voilà. Merci, Carole, de passer. Merci. Et donc, les excellents, Jérôme et Ramon Pipin. Dimanche, au Café de la Danse. Oui, à 20h précise. Voilà. Merci à tous les cas d'être passés par GLPP. Merci. À demain, 17h30. C'était donc le GLPP Super Show. Au revoir et merci.